Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter non pas un film, mais l'histoire vraie de l'homme qui l'a inspiré. Ce soir, nous plongeons ensemble dans les profondeurs pour découvrir le destin fascinant de Jacques Mayol, l'homme dauphin. Bonne écoute et douce nuit. Il est né en 1927 à Shanghai, au bord d'un grand fleuve, entre les architectures coloniales et les parfums d'Orient. C'était un 1er avril, un jour de poisson, comme un clin d'œil du destin. Jacques Mayol, un nom que certains associent à un film, Le Grand Bleu. Un personnage romancé, une silhouette silencieuse qui s'enfonce dans les profondeurs, tractée par un dauphin. Mais derrière l'histoire romancée de Luc Besson, il y avait un homme bien réel. Un homme qui, un jour, a décidé de retenir son souffle, non pas pour fuir, mais pour retrouver quelque chose d'ancien, de presque oublié, quelque chose d'enfoui en lui, et peut-être aussi en chacun de nous. Mais avant les records, avant les dauphins, il y eut un enfant aux yeux brillants, courant sur le pont d'un paquebot reliant la Chine à la France. C'était la fin des années 1930. Jacques avait 7 ans. Ce jour-là, en mer Rouge, il vit pour la première fois un dauphin. Le souvenir le poursuivra toute sa vie. Il dira plus tard : « L'homme est à la recherche de ses origines. Et depuis une vingtaine d'années, il me semble avoir découvert que l'homme est finalement beaucoup plus aquatique qu'on ne le pensait. » Le petit Jacques grandit donc à Shanghai, dans la concession française. Son père, architecte, travaillait sur de grands projets. Sa mère tenait le foyer. L'été, la famille quittait l'agitation pour rejoindre Kahatsu, une petite ville côtière du Japon. Ils s'y rendaient par bateau, via Nagasaki. Et c'est là, entre les rochers volcaniques et les eaux limpides des grottes de Nanatsugama, qu'un lien plus profond s'est tissé. Il avait 10 ans lorsqu'il approcha véritablement un dauphin sauvage. Il n'avait pas eu peur, plutôt cette impression étrange d'être reconnu. Là-bas, il observait aussi les amas, ces femmes japonaises qui plongeaient nues, en apnée, pour récolter des coquillages, une tradition ancestrale, une danse avec l'océan. Elles plongeaient comme on respire, dans une confiance totale. C'est auprès d'elles, sans même le savoir, qu'il allait apprendre les gestes du futur homme dauphin. Mais le monde était déjà en train de basculer. En 1939, le militarisme japonais pousse les Occidentaux à fuir l'Asie. La famille Mayol retourne en France. Ils s'installent à Marseille. Jacques a 12 ans. C'est la guerre. Les Calanques deviennent alors son terrain d'exploration. Avec son frère Pierre et un ami du nom d'Albert Falco, qui deviendra plus tard le bras droit du commandant Cousteau, il découvre les fonds marins de la Méditerranée. Il bricole des masques à partir de chambres à air, chasse à l'arbalète et plonge, encore et encore, pour passer le temps, pour échapper au bruit du monde. Il y a déjà dans ses premières immersions quelque chose de plus profond qu'un simple jeu d'enfant. Jacques ne cherche pas à fuir la guerre. Il cherche à rejoindre un autre monde. Il ne l'a peut-être jamais dit ainsi, mais pour Jacques Mayol, la mer n'était pas un simple décor. Elle représentait un retour, une mémoire ancienne. Et lorsqu'il plongeait, ce n'était pas pour descendre, mais pour remonter, vers quelque chose de plus essentiel, vers ce que nous étions, peut-être avant d'avoir quitté l'eau. Ce n'est que le début de l'histoire. Et à ce stade, Jacques ne sait pas encore qu'un jour, il plongera à 100 mètres de profondeur, qu'il deviendra un pionnier, un mystique, un solitaire, un dauphin parmi les hommes,
Mais déjà, l'eau l'appelle. Et lui, il tend l'oreille. Le garçon avait grandi. La guerre avait passé, comme un vent rude qui laisse des plis dans les âmes. Jacques avait 17 ans lorsqu'il décida de s'engager dans l'aviation, au Maroc. Il cherchait des ailes, sans doute. Il voulait voler. Mais quelques mois plus tard, il était de retour à Marseille, à nouveau attiré par l'eau et les calanques. Mais quelque chose avait changé. L'appel de l'ailleurs, déjà si présent dans son enfance, devenait irrésistible. Jacques ne voulait pas d'une vie figée. Il ne voulait pas de murs. Il voulait des chemins, des ports inconnus, des langues qu'il ne comprenait pas encore. Alors, il est parti, d'abord vers la Suède. Le froid, les forêts, les lacs. Il y travaille dans les mines de fer, enseigne le français, participe à des chantiers. Il s'essaye à tout. La vie, pour lui, est une matière à façonner, pas un itinéraire balisé. C'est là qu'il rencontre Vicky, une Danoise. Ils se marient, 2 enfants naissent, Dottie et Jean-Jacques. Mais même l'amour et la paternité ne suffisent pas à l'ancrer. Au début des années 1950, la petite famille s'installe en Floride, à Miami. Il travaille comme correspondant pour Radio-Canada, écrit pour un journal local en français. Mais là encore, l'appel de l'eau est plus fort que les responsabilités terrestres. C'est dans cette période de transition qu'il va, sans le savoir, s'approcher du point de bascule. Un jour, pour un reportage au Sea Aquarium de Miami, il descend dans un bassin pour observer une opération sur un mérou. Le personnel remarque immédiatement son aisance dans l'eau. Très vite, il est embauché. Il devient plongeur permanent du parc. Et surtout, il rencontre Clune, une dauphine, majestueuse, étrangement familière. Clune n'est pas n'importe quel cétacé. Elle est la mère de Flipper, qui deviendra la star d'un feuilleton télé des années 60. Mais pour Jacques, elle n'est ni vedette, ni animal de spectacle. Elle est une révélation. Il passe des heures avec elle, à plonger, jouer, observer. Un lien se tisse. Il jure sentir une forme de langage. Un échange sans mots. Une intelligence autre. Une présence rassurante. Il dira plus tard que c'est Clune qui lui a tout appris, à respirer autrement, à lâcher prise, à devenir aquatique. Là, dans les bassins du Sea Aquarium, quelque chose s'ouvre en lui. La surface cesse d'être une limite. L'eau devient un milieu, une patrie. Et l'homme qu'il était commence doucement à se transformer. Mais cette transformation a un prix. En 1957, il divorce. La séparation est brutale. Par décision de justice, il lui est interdit d'approcher ses enfants. À partir de là, ils n'auront plus de nouvelles de lui pendant des années. Ce n'est pas seulement une séparation familiale, c'est une rupture symbolique. Jacques choisit l'océan, quitte la terre. Il devient un nomade aquatique, un vagabond libre, mais profondément seul. Il mène alors une vie de 1000 visages. Pêcheur de langoustes aux Caraïbes, chercheur d'épaves dans les Bahamas, étudiant en cinématographie à Los Angeles, chauffeur d'actrices hollywoodiennes. On le croise partout. Et pourtant, on ne l'attrape nulle part. Il séduit facilement, parle plusieurs langues, charme par son calme et son intensité. Mais il ne reste jamais. Chaque rencontre est un passage, chaque lieu, une escale. Ses capacités d'adaptation à toutes les cultures sont la marque des grands voyageurs, et peut-être aussi des grandes solitudes. C'est à cette époque qu'il commence à explorer une autre dimension de son être, le souffle. Il découvre le yoga, notamment le pranayama, l'art du contrôle respiratoire. Ce n'est plus simplement un exercice, c'est une philosophie, une ascèse.
Il comprend que la clé de l'apnée n'est pas seulement pulmonaire, mais mentale, émotionnelle, spirituelle. Et c'est alors que, par une coïncidence qui n'en est peut-être pas une, la compétition entre dans sa vie. Un réalisateur italien, Victor De Sanctis, lui souffle un défi: battre le record du Sicilien Enzo Maiorca, maître incontesté de l'apnée dans les années 60. Jacques accepte. En 1966, aux Bahamas, il descend à 60 mètres. C'est un record mondial. Et c'est aussi le début d'une rivalité légendaire avec Enzo Maiorca, le champion italien. Leur duel s'étalera sur 2 décennies. Une lutte à distance, faite d'admiration mutuelle, de tension, de respect, mais aussi d'opposition fondamentale. Enzo, enraciné dans la tradition méditerranéenne, athlète rigoureux et méthodique, abordait l'apnée avec une discipline structurée. Jacques, lui, était fluide, méditatif, influencé par le yoga et une recherche intérieure profonde. L'un défiait son corps, l'autre cherchait à s'en libérer. Ce contraste fascinant inspirera Luc Besson plus tard pour le film Le Grand Bleu. Mais dans la vraie vie, le duel allait bien plus loin que le cinéma. Il s'agissait d'une vision du monde. Jacques voulait prouver que la mer était notre origine et que nous pouvions y retourner en paix, sans violence, sans lutte contre elle, en fusion. Durant ces années de transformation intérieure, Jacques n'est plus simplement un homme qui plonge. Il devient peu à peu l'homme dauphin. À chaque descente, il explore autant les profondeurs de la mer que celles de son propre corps. Sa méthode, nourrie du pranayama et d'une discipline méditative rigoureuse, impressionne. Il ne cherche pas à forcer son organisme, il l'écoute, il l'accorde au rythme du monde sous-marin. Il apprend à ralentir, à respirer autrement, parfois même à s'en affranchir. Les scientifiques commencent à s'intéresser à lui de plus près. Ils observent des phénomènes qu'ils n'avaient encore jamais constatés chez un humain. Une bradycardie profonde, une capacité à rester calme sous pression, une redistribution du sang pour protéger les organes vitaux, ce que l'on nommera bientôt le blood shift. L'idée selon laquelle l'homme pourrait partager certains réflexes avec les mammifères marins n'est plus une intuition poétique. Elle devient un fait mesuré, observé, démontré. Mais cette découverte ne suffit pas. Pour que le monde comprenne ce que lui ressent déjà depuis longtemps, il faut un symbole, un cap, celui qui marquera l'imaginaire collectif, celui des 100 mètres. En France, cette quête se heurte à une froide indifférence. Les milieux scientifiques le rejettent, souvent avec ironie. Trop instinctif, trop spirituel. Mais l'Italie, elle, lui tend la main. En 1973, Jacques Mayol signe un contrat de collaboration avec l'université de Chieti, un programme de recherche quinquennal sur l'apnée profonde. Enfin, il trouve un soutien logistique et financier à la hauteur de sa vision. Et surtout, il trouve un lieu, l'île d'Elbe. C'est là, dans ces eaux cristallines au large de la Toscane, qu'il va plonger encore et encore. L'endroit est idéal, à la fois sauvage et accueillant. Il s'y sent bien. Il s'y sent chez lui. Il y installera sa maison quelques années plus tard. Mais pour l'heure, il y prépare le moment de sa vie. 23 novembre 1976. L'aube est pâle sur la mer tyrrhénienne. Les vagues sont discrètes, presque absentes. Le monde semble suspendu. Jacques a 49 ans. Il enfile sa combinaison crécy jaune et noire, ajustée au millimètre. Ses palmes longues, ses lentilles aquatiques sur mesure, son pince-nez, ses gants aux doigts coupés. Tout est pensé pour maximiser le confort, la glisse,
la sensibilité. Il s'agrippe à sa gueuse d'une trentaine de kilos, ce cylindre de descente qui l'entraînera vers les abysses. Autour de lui, une équipe complète l'entoure. Des plongeurs en scaphandre sont postés à des profondeurs clés. Des médecins surveillent les constantes. Il est câblé, observé, enregistré. Ce n'est pas qu'une plongée. C'est une expérience scientifique complète, une aventure intérieure, une offrande. Il inspire et se laisse couler. 1 minute 45 secondes de descente. Tout est calme, tout est silence. À mi-chemin, un léger incident de décompression l'oblige à marquer une pause de quelques secondes. Rien de grave. Il ajuste. Il reprend. Il continue. Et puis, 100 mètres. Le disque butoir est atteint. Il l'effleure. L'effusion intérieure commence. Il l'écrira plus tard. J'ai connu une joie délirante, un peu ce qu'a dû ressentir Neil Armstrong lorsqu'il a posé le pied sur la Lune. Une sorte de nirvana, mais à moins 100 mètres de profondeur. Il déclenche alors le ballon de remontée. L'ascension débute. 3 minutes 43 secondes après avoir quitté la surface, il la traverse à nouveau. Ce jour-là, il est le premier homme à avoir franchi cette frontière symbolique. 100 mètres en apnée, sans assistance respiratoire, juste le souffle, juste la volonté, juste la foi. Mais ce n'est pas un exploit isolé. C'est l'aboutissement de mois, d'années, de plongées expérimentales, toutes enregistrées, mesurées, rigoureusement encadrées. À chaque descente, on lui greffe un électrocardiographe, on prélève son sang, on évalue la pression, le rythme, la saturation, jusqu'au fond où un médecin plongeur lui insère une aiguille dans le bras, à 100 mètres de profondeur, et lui, parfaitement serein, dans le bras, impassible. Cette zénitude, ce calme absolu dans un milieu supposé hostile, étonne. Il dépasse la physiologie. Il touche à une autre forme de savoir. Les résultats sont sans appel. Son rythme cardiaque chute de 65 à 20 battements par minute. Et surtout, les chercheurs observent pour la première fois chez un humain un phénomène connu seulement chez les cétacés, le blood shift. Le sang quitte les organes périphériques pour affluer vers les poumons, le cœur, le cerveau. Un mouvement protecteur. Un coussinet naturel, destiné à empêcher l'écrasement de la cage thoracique. Les certitudes médicales s'effondrent. Ce que l'on croyait impossible devient réalité. Jacques le savait, il le sentait, et il l'écrira encore. C'est une sensation merveilleuse quand, à 50 mètres, tu sens 2 mains qui t'étreignent, mais sans te faire mal, et te font affluer le sang vers les poumons pour aller encore plus bas. Alors, tu te sens partie intégrante de l'univers. Dès lors, plus rien ne lui semble hors d'atteinte. Il repoussera encore ses limites, atteignant 105 mètres en 1983, toujours au large de l'île d'Elbe. Une performance encore inédite, maîtrisée, sans jamais avoir franchi la ligne du danger. Enzo Maiorca, son éternel rival, s'était évanoui à 87 mètres lors d'une tentative. Il finira par franchir la barre des 100. Mais bien plus tard, en 1988, pour s'arrêter à 101. Sur le plan sportif, Mayol aura eu le dernier mot. Mais au fond, pour lui, ce n'était pas une course. C'était une quête, un retour vers la mer, vers soi, vers ce que l'homme avait été et pouvait redevenir. Mais cette conquête des abysses, aussi lumineuse fût-elle, portait en elle une ombre enfouie, un souvenir plus profond que les profondeurs elles-mêmes, car 1 an plus tôt, avant d'effleurer les 100 mètres, Jacques avait déjà plongé dans une autre forme de silence, un silence qui ne se mesure pas en mètres, mais en perte.
Le 26 janvier 1975, à Gainesville, en Floride, la vie de Jacques Mayol bascule. Ce jour-là, il est heureux. Il partage sa vie avec Gerda Covell, une jeune Allemande, discrète, lumineuse, dont il est profondément épris. Il s'apprête à aller au cinéma, un soir banal, presque doux. Gerda entre seule dans une petite supérette du quartier. Jacques reste dans la voiture. Quelques minutes plus tard, des cris, un attroupement. Il sort. Il court. Elle est là, allongée au sol, blessée grièvement par un inconnu sous emprise, sans raison, sans logique. Jacques se précipite, tente de la soutenir, de la retenir. Mais il est trop tard. Elle s'éteint dans ses bras sans un mot, sans un adieu. Cet instant, ce basculement, il ne s'en remettra jamais tout à fait. Ce n'est pas tant que cela freine ses ambitions aquatiques. Il continuera de plonger, de repousser les limites, même de sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure à jamais. Son regard sur l'humanité change, ou plutôt, il s'aiguise. Ce qu'il pressentait déjà, la prétention de l'homme occidental, son arrogance destructrice, devient conviction profonde, amertume latente. À partir de ce jour, il se rapproche encore un peu plus des dauphins et s'éloigne des hommes. Et pourtant, Jacques Mayol reste un paradoxe vivant. Charismatique, il captive toujours. Il voyage, donne des conférences dans le monde entier. Il raconte ses plongées avec passion, maîtrise. Il inspire, il rayonne, mais dans l'intimité il se replie. La vie à deux, elle lui échappe. Toujours. Séducteur dans l'âme, avec ses yeux vifs et sa moustache à la Clark Gable, il attire. Il charme. Mais la mer reste son seul lien durable. Celle qui l'absorbe, le comprend. Celle à qui il peut tout confier sans parler. Il croira un temps avoir trouvé un nouvel équilibre auprès d'une femme plus jeune, Angela Bandini, une apnéiste italienne brillante qu'il prend sous son aile. Leur relation est particulière, ambiguë. Pas vraiment un couple, plutôt une fusion de deux solitudes complémentaires. Il la forme. Il l'accompagne dans ses plongées expérimentales jusqu'au cœur de paysages extrêmes, sous les lacs gelés du Pérou, entre autres. Mais là encore, le lien ne tiendra pas. Angela finira par s'éloigner de lui, pour rejoindre le gourou d'une secte, un homme énigmatique, qu'elle aimera jusqu'à sa mort, survenue 3 ans avant son exploit majeur. En effet, en 1989, toujours à l'île d'Elbe, Angela Bandini descend à 107 mètres. Elle devient la première femme à battre un record du monde masculin. Et elle dédie sa performance à ce gourou disparu. Sans un mot pour Jacques, il encaisse, silencieusement. Il ne montre rien. Mais la blessure est profonde. Il avait tout donné. Transmis son savoir, son souffle, son rêve. Et elle l'avait laissé de côté. Lui aussi. Ainsi allait la vie de Jacques Mayol, un homme de lien sans lien durable, un homme d'ouverture mais souvent seul, un homme de la mer, de plus en plus étranger à la terre. Il continuera d'enchanter les foules, d'émerveiller les curieux, de faire rêver les chercheurs et les poètes. Mais sous l'eau, il est le plus libre, et aussi, peut-être, le plus seul. Plus les années passent, plus il s'éloigne du tumulte, des foules, des attentes humaines. Il n'abandonne pas ses engagements, non. Il voyage encore. Il parle, il enseigne. Il continue d'envoûter les salles par sa voix lente, ses silences, ses récits d'apnée livrés comme des poèmes. Mais à mesure qu'il avance, il cherche surtout à revenir. Revenir à ce lien premier. À ce que Clune lui avait montré jadis. Il s'installe à demeure sur l'île d'Elbe,
ce morceau de rocher méditerranéen qu'il a vu battre tous ses records. Là-bas, il trouve enfin un havre. Chaque matin, il part nager. Il médite. Il s'immerge. Il observe les dauphins. Il les écoute. Pas seulement avec les oreilles, mais avec tout son être. Il ne cherche plus à prouver, seulement à ressentir. Il est convaincu que l'homme, en perdant son lien avec la nature, a perdu une partie de lui-même. Il écrit alors un livre, son œuvre majeure, Homo Delphinus, un manifeste à la fois scientifique, spirituel et personnel. Il y développe son idée la plus chère. L'homme possède en lui des capacités aquatiques oubliées, des réflexes d'adaptation qui remontent à des millions d'années et qui peuvent être réactivés par la pratique, la conscience, le souffle. Mais au-delà de la physiologie, c'est une vision du monde qu'il propose. Il y oppose deux humanités, celle, conquérante, de la vitesse, du bruit, du béton, et celle paisible, de la lenteur, du silence, de la mer. Dans ses conférences, il parle peu des records. Ce qui l'intéresse, c'est l'unité perdue. Il invite à ralentir, à écouter, à respecter. Il parle des dauphins comme d'êtres de sagesse, pas pour les idéaliser, mais pour rappeler que la vraie intelligence ne fait pas toujours du bruit, et pourtant, il reste lucide. Il voit les océans s'abîmer, les cétacés chassés, captifs, mutilés. Il observe avec tristesse l'aveuglement des sociétés modernes, mais il ne sombre pas dans la haine, seulement dans la distance. Il sait qu'il ne peut pas tout changer. Alors il continue simplement à témoigner. Les années passent. Il se fait plus discret. À Elbe, on le croise encore parfois sur le port, silhouette droite, cheveux blancs, regard lointain. Certains le reconnaissent, d'autres pas. Lui, il n'attend plus rien. Il est revenu là où tout avait commencé, non pas pour finir, mais pour se fondre. Et pourtant, quelque chose s'éteint lentement, non pas dans l'eau, jamais dans l'eau, mais dans le monde d'en haut, ce monde trop sec, trop bruyant, trop pressé. Le souffle, lui, reste intact. Mais le bleu s'éloigne. Il avait parcouru le monde, Shanghai, Karatsu, Miami, Elbe. Il avait plongé dans des lacs gelés du Pérou, médité sur les plages d'Inde, respiré au rythme des dauphins. Et pourtant, jamais il n'avait cessé de chercher. Chercher quoi? Un lien, une unité, une paix, la liberté. Il nageait encore, chaque matin, écoutait le silence des fonds marins, observait les poissons comme on lit un vieux livre sacré. Mais le corps, peu à peu, commençait à ne plus suivre. Et avec lui, l'ivresse du grand bleu s'estompait. Il avait toujours vécu comme un homme de 20 ans, par instinct, par passion, sans concession. Mais le temps, lui, n'épargne personne. En 1988, le film Le Grand Bleu sort au cinéma. C'est un raz-de-marée. Des millions de spectateurs, un mythe naît. Mais pour Jacques, le succès a un goût étrange, car ce n'est plus lui que l'on célèbre, mais une version romancée, un reflet fictionnel dans lequel il ne se reconnaît qu'à moitié. Dans les rues, on l'interpelle, mais c'est le visage de Jean-Marc Barr que l'on voit dans les regards. Le vrai homme, derrière le personnage, s'efface peu à peu. Il en souffre, en silence. Et pourtant, son message n'a jamais été aussi vivant. Dans ses livres, dans ses conférences, dans le documentaire qu'on lui consacre plus tard, L'Homme Dauphin, il continue de témoigner de la beauté des océans, de la fragilité du vivant, de la nécessité de retrouver en nous le souffle et le silence. Mais à mesure que le monde accélère, lui ralentit. Il n'attend plus rien. Il n'en veut à personne. Il a aimé. Il a perdu. Il a transmis.
il est allé au bout de sa quête. Et le 22 décembre 2001, sous la poutre de sa maison de l'île d'Elbe, Jacques Mayol retient son souffle une dernière fois. Un départ choisi, dans le silence, peut-être pour ressentir une ultime fois cette ivresse des profondeurs qu'il avait tant cherchée. Jean-Marc Barr, qui avait incarné son double au cinéma, s'était entretenu avec lui 2 semaines plus tôt. J'écoutais ce qu'il me disait, mais je n'avais pas de solution à lui apporter. Jacques Mayol n'était pas un héros, il était un homme, libre, instinctif, incomplet, mais entièrement fidèle à son appel. Il a sacrifié beaucoup, ses amours, sa famille, mais jamais son lien à la mer. Il avait touché les limites du corps, frôlé celles de l'âme. Et peut-être, au fond, avait-il toujours su que son vrai départ ne serait pas un accident ni une défaite, mais un choix, non pas une fuite, mais une plongée ultime. La mer l'avait accueilli enfant. Elle l'avait formé, nourri, guéri, consolé. Et cette mer l'a accueilli une dernière fois, sous forme de cendres, dispersées au large de la Toscane, dans ces mêmes eaux qui avaient tant nourri sa quête. Je conclurai cette histoire par les mots d'une scène du Grand Bleu. L'une des rares scènes dans lesquelles Jacques Mayol se reconnaissait vraiment. Celle où le plongeur fait le choix bouleversant de quitter la femme qu'il aime pour s'enfoncer, seul, dans le silence bleu des abysses. Et dans cette scène, Jacques, avant de partir, lui adresse ces mots. « Tu sais ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes ? Tu descends au fond de la mer, très loin, si loin que le bleu n'existe plus, là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes, s'il est sincère, s'il est pur. Et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront, pour toujours. » Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous aimez ce genre de récit, dites-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite bonne nuit et vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.